Voilà, Monsieur le Président de la délégation des barreaux de France, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, parce que je présume qu'il y en a dans la salle, Mesdames et Messieurs les avocats, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour le 40e anniversaire de la délégation des barreaux de France. C'est un plaisir de venir vous rejoindre à la veille, d'ailleurs, d'un Conseil des ministres de la Justice que je vais rejoindre tout à l'heure, puisque ce Conseil se tiendra demain et on va notamment parler, effectivement, de la numérisation qui est de plus en plus importante dans les systèmes de justice, mais qui, bien sûr, entraîne un certain nombre d'améliorations très, très fortes, mais peut aussi poser des problèmes et des questions, notamment en matière de droits fondamentaux. J'ai entendu aussi les questions concernant l'emploi. Je peux vous dire que c'est un débat qui existe également dans la Commission européenne, puisque jusqu'à présent, même si on veut étendre le nombre, mais jusqu'à présent, nous travaillons avec 24 langues officielles, ce qui signifie qu'une bonne partie des membres du personnel sont chargés de traduction et d'interprétation. Alors, bien entendu, l'intelligence artificielle va avoir un rôle à jouer aussi dans l'évolution, au moins des traductions. Et je peux vous dire aussi que nous recevons tous les jours un très grand nombre de documents pour préparer des réunions, qui sont souvent, pour une grande part, des compilations de documents existants avant d'y ajouter la dernière remarque, le dernier commentaire. Ce sont aussi des travaux que l'intelligence artificielle maintenant permet d'améliorer et d'accélérer. Ça étant la protection des données, j'en ai également la charge quand il s'agit des données personnelles. C'est un des éléments sur lesquels on va devoir travailler, en particulier pour les acteurs de moins grande taille. Vous savez que nos nouvelles législations européennes entrent en vigueur en matière de numérisation et il va falloir garantir un certain nombre de sauvegardes pour un certain nombre d'acteurs. Mais on va aussi travailler, je termine cette introduction en ayant entendu votre débat par ces mots-là, on va aussi travailler sur l'investissement en Europe, parce que nous avons un certain retard, pas dans tous les domaines numériques, mais dans certains domaines du numérique, et notamment le cloud, donc je viens d'entendre parler. Nous allons travailler sur le développement aussi de possibilités de cloud au niveau européen, et pas seulement de cloud externalisé complètement par rapport à l'Union. Et donc, vous voyez, on accorde une grande importance à un certain nombre de débats qui peuvent agiter, animer votre profession, mais on est surtout très intéressé au niveau de la Commission européenne à voir comment protéger, comment promouvoir, comment garantir l'exercice de votre profession, vu l'importance des responsabilités qui sont les vôtres, mais aussi des défis qui sont en face de nous. Vous qui défendez les intérêts juridiques de vos clients, vous êtes souvent les premiers intermédiaires entre les citoyens et le système judiciaire national. Et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Vous jouez donc un rôle essentiel dans la sauvegarde, la promotion et le fonctionnement de l'état de droit en Europe. Et pour cette raison, la Commission observe de près les réformes susceptibles d'affecter l'activité professionnelle des avocats. Alors, vous le savez, depuis 2020 maintenant, nous publions un rapport sur l'état de droit dans les 27 États membres de l'Union européenne. Depuis 2022, pour la première fois, nous avons introduit des recommandations dans ce rapport. Et pour la première fois, dès lors, en 2023, nous évaluons la mise en œuvre de ces recommandations. Et dans le rapport 2023, nous avons souligné votre rôle essentiel dans la protection des droits fondamentaux et dans le renforcement de l'état de droit, y compris le droit à un procès équitable. Le rapport souligne également que le respect de la confidentialité des relations avec les clients constitue un élément essentiel de la liberté d'exercice des professions juridiques. En ce qui concerne la France, le rapport note que le budget dédié à l'aide juridictionnelle a encore augmenté. Il indique également que le projet de loi d'orientation et de programmation de la justice prévoit d'augmenter l'indemnisation des avocats. Ces réformes sont propices à l'indépendance des avocats et à un meilleur accès des citoyens à un avocat. Mais nous savons qu'il y a encore un certain nombre d'efforts à faire. D'ailleurs, un très grand nombre de chapitres du rapport sur l'état de droit consacré à la justice, le premier des chapitres pour chaque État membre,
un très grand nombre de ces premiers chapitres insistent sur la nécessité d'augmenter les ressources affectées au système judiciaire, non seulement en matière de ressources humaines, en nombre de personnel, mais également en ce qui concerne les moyens financiers et budgétaires plus largement, et notamment les moyens consacrés à la numérisation. J'ai moi-même eu l'occasion d'exercer dans un gouvernement national pendant assez longtemps la responsabilité de ministre des Finances, et je sais que l'on a, par exemple, organisé plus rapidement la numérisation des administrations fiscales plutôt que la numérisation de la justice. Peut-être y avait-il une priorité pour un certain nombre de gouvernements à collecter rapidement l'impôt, mais vous avez accès à l'ensemble de vos données fiscales sans problème par voie numérique. Sur le plan judiciaire, on progresse, mais il y a encore du travail. Et le tableau de bord de la justice est un deuxième outil, depuis plus de 10 ans maintenant, qui nous fournit des indicateurs également sur l'indépendance des avocats et des barreaux. Si je reviens à l'année 2022, le tableau indique que l'indépendance des avocats était, en 2022, généralement garantie en Europe. Cela dit, dans certains États membres, le pouvoir exécutif tend à exercer un certain contrôle sur le barreau national. Et donc nous devons y être attentifs. C'est la preuve qu'il ne faut jamais baisser la garde. Ce n'est pas parce que des États rejoignent l'Union européenne ou même ont été fondateurs de l'Union européenne qu'il ne peut pas y avoir de retour en arrière en matière d'état de droit. Et vous le savez, au-delà du rapport que nous avons publié depuis 2020, nous n'hésitons pas à aller devant la Cour de justice lorsque des violations d'état de droit interviennent. Et depuis peu, j'aurais tendance à dire à la suite de cette épidémie de Covid-19, nous disposons même d'outils budgétaires. Nous avons pu, dans les plans de relance des États membres, exiger des réformes, y compris en matière de justice, où nous disposons maintenant aussi d'un règlement sur la conditionnalité qui nous permet d'exiger aussi un certain nombre de réformes dans le cadre de la décision de blocage de financement, de blocage de fonds européens. C'est ce que nous avons proposé au Conseil de mettre en œuvre, et ça a été mis en œuvre à l'égard de la Hongrie, par exemple. Mais si vous regardez les plans dans un certain nombre de pays, l'Italie a le plan le plus important. Il y a un énorme volet consacré aux réformes judiciaires, en cours maintenant depuis que nous avons mis ce plan en place. Et dans un pays comme la Pologne, la réforme de la justice est au cœur aussi du plan de relance. C'est le cas également du plan de relance hongrois, où il y a un certain nombre de points liés à la justice. Et tant que ces points ne sont pas mis en œuvre, aucun euro n'est versé aux pays concernés, parce que ce sont des points que l'on considère comme fondamentaux. Et donc, nous sommes attentifs à cette évolution dans les États membres, mais en cherchant à avoir des outils de plus en plus efficaces, parce que je dois confesser, je vous parlais du rôle que j'ai exercé dans un département des finances, je sais que la lecture des recommandations d'un rapport sur l'état de droit impressionne beaucoup les gouvernements, mais la menace de voir des financements suspendus pour quelques dizaines de milliards d'euros parfois impressionne encore un tout petit peu plus. Et depuis que nous avons utilisé cet outil, je peux vous dire que des négociations sont réellement en cours. Je sors encore d'une discussion avec 2 ministres hongrois sur ce sujet, qui viennent avec des propositions. On verra si nous aboutissons à de vraies réformes, mais en tout cas, la négociation a lieu. Alors, l'état de droit, vous le savez, est essentiel pour garantir la confiance mutuelle en Europe. C'est sur cette confiance que repose la coopération judiciaire transfrontière, mais aussi la coopération au-delà de l'Union avec des pays partenaires. C'est pourquoi le respect de l'état de droit constitue depuis toujours un élément central de toute éventuelle adhésion à l'Union. Ce sont les progrès réalisés, notamment dans ce domaine d'état de droit, qui dictent la progression des négociations d'adhésion. Dans son récent discours sur l'état de l'Union, la présidente de la Commission a annoncé que nous allons ouvrir le rapport sur l'état de droit, le rapport annuel, aux pays en voie d'adhésion qui réussissent à progresser encore plus rapidement. Et donc nous allons voir quelle sélection de pays prendre en considération et analyser leur situation en matière d'état de droit sur la même méthodologie, au départ de la même méthodologie que pour les États membres, ce qui va soutenir leurs efforts de réforme. Et cela m'amène d'ailleurs à un point suivant, ce sont les négociations qui sont en cours maintenant en ce qui concerne l'adhésion de l'Ukraine. La coopération étroite entre l'Union européenne et l'Ukraine
pour appuyer la réforme du système judiciaire dans ce pays s'est intensifiée suite à la demande ukrainienne d'adhésion à l'Union européenne. Et cette coopération produit déjà des résultats concrets. Je sais que les barreaux sont en contact aussi pour appuyer non seulement le travail des avocats ukrainiens dans des situations particulièrement douloureuses, mais aussi pour appuyer des réformes que nous tentons de mettre en place. Nous avons par exemple appuyé le renforcement des autorités anticorruption, telles que le bureau du procureur spécialisé dans la lutte contre la corruption et le bureau national ukrainien de lutte contre la corruption. Nous espérons pouvoir constater bientôt les effets bénéfiques et tangibles de ces réformes en matière d'enquête. Un certain nombre d'enquêtes sont annoncées ou sont en cours, des poursuites ont été initiées, et nous allons probablement dès lors déboucher sur des décisions de justice et éventuellement des condamnations dans ce contexte de lutte contre la corruption. Nous travaillons également au renforcement d'autorités clés comme dans des États membres. Je pense au Haut Conseil de la justice et à la Haute Commission de qualification des juges, ainsi qu'à l'amélioration de leurs procédures. Comme dans beaucoup d'États membres, le débat sur les procédures de nomination des magistrats constitue un élément majeur de nos échanges, tout comme d'ailleurs les dispositifs d'indépendance des parquets. Vous aurez peut-être suivi les évolutions de ces dernières années. Nous avons heureusement à peu près 2/3 de nos recommandations de 2022 qui sont traduites totalement ou partiellement dans des réformes. Donc beaucoup de pays tentent d'améliorer la situation. Et le Grand-Duché de Luxembourg, pour prendre un État membre dont on parle peu en matière d'État de droit, vient de boucler sa réforme constitutionnelle pour mettre en place un Conseil supérieur de la justice qui correspond aux standards européens, donc un Conseil supérieur composé en majorité de juges élus par leurs pairs, et d'inscrire dans la Constitution, débat qui peut exister ailleurs, l'indépendance du parquet. J'ai assisté à l'événement de commémoration du 65e anniversaire de la constitution d'une 5e République, et un des points évoqués par le président de la République était ce débat sur l'indépendance du parquet. Donc, nous suivrons avec attention, évidemment, aussi les réformes dans l'Hexagone en la matière. Nous avons aussi pour objectif de renforcer, je reviens à l'Ukraine, l'intégrité et la qualité des procédures de sélection, d'évaluation et de nomination des juges, tout comme les éventuelles procédures disciplinaires à leur encontre, puisque vous savez que nous avons été très attentifs à la manière dont ces procédures sont menées, notamment dans un État membre comme la Pologne. Et par ailleurs, la Commission est pleinement engagée pour éviter que les crimes de guerre commis en Ukraine et à l'encontre de l'Ukraine restent impunis. Vous savez que nous soutenons le travail de la Cour pénale internationale. On peut se féliciter de la prise de fonction d'un bureau opérationnel de la CPI à Kiev. Nous soutenons également le bureau du procureur général ukrainien et le travail de l'équipe commune d'enquête que Eurojust a pu mettre en place. Europol, d'ailleurs, maintenant, y participe depuis le 5 octobre. Et par ailleurs, nous tentons de voir comment mettre en place un tribunal spécial pour le crime d'agression. Jusqu'à présent, nous avons pu, avec Eurojust, mettre en place un centre international pour la poursuite du crime d'agression contre l'Ukraine, qui collecte, stocke et échange avec un certain nombre d'acteurs sur les preuves de ces crimes d'agression. Il nous reste à voir comment passer à l'étape suivante, qui consiste à mettre en place un tribunal. Et dès le début, nous avons travaillé dans cette voie pour essayer de couvrir l'ensemble des crimes commis, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, éventuellement génocide, qui peuvent dépendre de la Cour pénale ou de juridiction, Cour pénale internationale ou de juridiction nationale. Le crime d'agression, lui, doit faire l'objet d'un traitement particulier, vu la présence de la Russie au Conseil de sécurité et son droit de veto à l'encontre de toute décision qui créerait, qui donnerait cette compétence à la Cour pénale. Mais je reste quand même convaincu qu'à l'avenir, il faudra amender le statut de Rome, l'article 8 du statut, pour permettre que la Cour pénale internationale statue aussi dans les crimes d'agression commis par, éventuellement, des membres du Conseil de sécurité des Nations unies. C'est un long chemin. On n'est pas encore arrivé à ce stade. En matière de réparation, et peut-être vous aurez à intervenir dans un certain nombre de dossiers individuels, nous avons aidé le Conseil de l'Europe à mettre en place un registre des dommages en Ukraine. C'est la première étape pour un système de compensation.
Il y aura ensuite une commission pour décider quels sont les dommages réellement constatés, et puis il faudra trouver les moyens de financer, évidemment, ces compensations. Depuis le début de la guerre, nous avons aussi, au départ de la commission, et j'en ai la charge, créé une task force sur le gel et la confiscation des avoirs russes. Cet organe permet notamment d'échanger sur les questions juridiques et pratiques concernant la mise en œuvre des sanctions. Les États membres ont gelé jusqu'à ce jour plus de 28 milliards d'euros d'avoirs privés, donc oligarques ou entités figurant sur les listes de sanctions, plus de 1500 personnes et plus de 200 entités. Mais nous avons aussi immobilisé en Europe plus de 200 milliards d'euros d'avoirs publics russes, je pense surtout aux réserves de la Banque centrale. Et c'est une façon pour nous de veiller à ce qu'il y ait une garantie qu'un jour la Russie soit tenue non seulement responsable des crimes commis à travers tous ceux qui ont perpétré ces crimes, mais soit aussi tenue de réparer les dommages causés. Et la manière d'immobiliser des fonds donne une garantie pour l'avenir. Je signale d'ailleurs que dans tout ce débat, nous avons régulièrement, parce que nous sommes très attentifs à l'exercice, je disais, de votre profession, à l'indépendance qui doit être la vôtre, nous avons régulièrement des débats devant la Cour de justice sur les sanctions qui ont été imposées et sur le maintien ou non de certaines personnes sur ces listes. Je lis de temps en temps que la Cour de justice a rendu des décisions négatives à notre encontre, considérant que le service d'action externe n'avait pas assez justifié certaines présences sur les listes de sanctions. Je tiens quand même à vous signaler une bonne lecture. Vous pouvez aussi lire les arrêts qui nous ont donné raison et qui nous permettent de continuer, comme je le disais, à geler plus de 28 milliards d'euros d'avoirs privés. Je voudrais terminer par quelques mots sur la directive sur la violation des mesures restrictives de l'Union. Cette proposition de directive vise à harmoniser dans l'Union les définitions des infractions et le niveau de sanction en cas de violation des mesures restrictives adoptées par l'Union. Elle prévoit notamment des garanties spécifiques pour les professionnels du droit, à condition qu'ils opèrent dans le cadre du droit de la défense. Ne sont évidemment, j'ajoute moi-même évidemment, le texte est plus simple que cela, mais ne sont pas couverts des cas où un professionnel du droit fournirait éventuellement des conseils juridiques pour faciliter le contournement de certaines mesures restrictives. Et donc j'ai bon espoir que nous arriverons à un accord politique sur ce projet de directive d'ici la fin de l'année. Je voudrais vous dire que tout ce travail, si j'ai insisté sur la situation en Ukraine, démontre deux choses. La première, c'est la nécessité de faire le travail en termes d'état de droit à l'intérieur de l'Union, si nous voulons avoir une crédibilité à l'extérieur, dans les pays candidats, mais aussi quand nous demandons à la Russie de respecter un ordre juridique international. Et depuis les événements en Ukraine, nous avons maintenant une tension particulièrement grande au Moyen-Orient, et on voit bien que là aussi, il y a un appel à un respect des règles du droit international humanitaire ou des règles de l'état de droit, malgré les attaques terroristes qui ont pu être subies et qui ont donné en plus probablement quelques idées à nouveau en France et en Belgique au cours des derniers jours pour d'autres attaques terroristes. C'est la première remarque. On doit vraiment être très solide sur l'état de droit dans l'Union si on veut être crédible quand on s'adresse à d'autres acteurs sur la scène internationale. Et puis, vous faire remarquer que nous sommes en train d'écrire un peu une page du droit international en matière des crimes de guerre ou crimes d'agression, par exemple, parce que